Alors, c'est un livre qui sort ce mercredi et qui a des allures de programme. La voix française de Bruno Le Maire. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. C'est une profession de foi et non un livre-programme. Je ne suis pas candidat, a dit Bruno Le Maire hier à la radio. Pourtant, personne n'est dupe. Marc, il se positionne d'une façon ou d'une autre pour 2027. Il se prépare. Bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Et puis, il a envie de continuer le travail qui a été effectué depuis 2017. Et donc, il donne des idées, qu'elles soient pour 2027 ou même d'ici les 2, 3 années qui viennent. Bon, et, certaines idées sont tellement on va dire, polémique, on se demande si elle pourrait être appliquée d'ici avec une majorité relative. Mais ça ne veut pas dire que si Emmanuel Macron décidait d'ouvrir ces chantiers, ça ne pourrait pas être appliqué avant. Le ministre de l'économie qui réclame un changement drastique de notre modèle social. Certains seraient en mesure de lui rétorquer, enfin de lui poser la question, savoir pourquoi il ne l'a pas fait, alors qu'il est aux commandes de Bercy depuis 2017. Et certains lui rappelleraient qu'il a ajouté 250 milliards d'euros lors de la crise Covid injectés dans l'économie française. Oui, oui, on peut lui faire ce reproche. Après, lui explique qu'il n'est que ministre finalement de l'économie, hein. Il ne peut que faire ce que Emmanuel Macron lui demande de faire. Et là, les mesures qu'il propose, ce n'est pas à un ministre de l'économie d'en décider. Il faut gagner des arbitrages, il faut obtenir que le président de la République aille sur ces options. Et donc, clairement, c'est pour l'après ou des idées pour la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Donc je pense que la critique que ne l'a-t-il pas fait avant porte peu. Si on pense qu'il fallait le faire avant, c'est peut-être vers Emmanuel Macron qu'il faut se tourner. Hmm. Il plaide, Bruno Le Maire, pour pour mettre fin à la gratuité de tout pour tous. Comment il faut le comprendre, ça? Il constate que plus de la moitié des dépenses publiques françaises, c'est le modèle social et que quand on a beaucoup de dépenses et beaucoup d'enjeux stratégiques auxquels il faut faire face, Il y a des choix. eh bien, il faut faire des choix et le côté faire penser aux gens que tout est gratuit, qu'il n'y a pas de reste à charge dans aucun domaine, Bruno Le Maire pense qu'on est allé au bout de cette logique, que le vieillissement de la population, le fait de vivre plus longtemps, mais avec une dépendance à financer, le fait d'avoir de plus en plus de malades chroniques remboursés à 100% par la sécurité sociale, tout ça, ça coûte cher. Et donc, qu'il faut peut-être un tout petit peu moins protéger la population en général, même si elle paye de la CSG ou des cotisations, pour concentrer sur les moyens sur ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est vrai qu'en France, par exemple, dans le domaine de la santé, on a le reste à charge, le reste à charge pour les gens le plus faible de tous les grands pays. Donc, une de ces réflexions, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait pas si j'ai bien compris, augmenter un peu le reste à charge pour certaines personnes? Et est-ce qu'on doit disperser autant ses moyens quand il faut financer des traitements innovants, la relocalisation des médicaments sur notre territoire, parce qu'on a vu qu'on avait des dépendances pendant la période du Covid? Euh, voilà, c'est cette réflexion qu'il porte quand il dit tout ne peut pas être Ouais, entièrement gratuit. Ce qui n'est pas le cas, hein, tout n'est pas gratuit. Et puis en plus, il y a des cotisations, comme je le disais, ou de la CSG ouais, en face. évidemment. Mais en tout cas, les recettes sont insuffisantes pour financer les dépenses et le système social est structurellement en déficit. Ce qui normalement ne devrait pas être le cas, hein. Les économistes rappellent toujours que les systèmes sociaux, l'assurance chômage, ce genre de système doit être équilibré sur la durée d'un cycle économique. Et donc, en fait, il peut faire de la dette quand ça va mal, mais normalement, il devrait dégager des excédents quand ça va bien. Et parfois, il dégage un petit peu d'excédents, mais jamais assez pour rembourser la dette. Donc, c'est un peu le problème, c'est que on ne revient jamais à la situation initiale après une crise. Ouais. C'est la même idée quand il dit qu'il faut transformer, enfin remplacer l'État-providence par l'État-protecteur. On est dans la même idée toujours? Oui, oui, ça c'est la formule qu'il a utilisée dans une interview. Je crois pas qu'elle soit citée dans le livre, mais en gros, oui, il dit face à la Chine et aux États-Unis, qui sont deux puissances qui ne voient que leur propre intérêt, qui ont jeté par la fenêtre toutes les règles de la mondialisation des années
2000 et qui joue le protectionnisme ou les aides massives d'État, eh bien, les entreprises françaises doivent être compétitives et pour être compétitives, bah, il faut qu'il n'y ait pas un niveau de prélèvement trop important et pour qu'il y ait un niveau de prélèvement correct et qu'on arrête de s'endetter sans cesse pour financer notre modèle social, bah, il faut que ce modèle social ait des dépenses raisonnables. Et or, il constate que en fait, l'augmentation des dépenses publiques, c'est énormément l'augmentation des dépenses du modèle social ces dernières années. C'est aussi l'augmentation des dépenses de l'État, des collectivités locales, mais dans une moindre mesure. Et puis, ils ont fait un choix, et en tout cas, Bruno Le Maire, c'est son analyse, c'est de dire on ne peut pas massivement sabrer dans le nombre de fonctionnaires, on ne peut pas rémunérer moins bien notre fonction publique parce qu'on a besoin de fonctionnaires correctement payés. Il y a déjà des efforts qui sont faits, et le gouvernement régulièrement d'ailleurs accusé de ne pas assez rémunérer les fonctionnaires. Donc, il faut trouver un endroit où on peut faire des économies. Et Bruno Le Maire juge que en gardant un modèle social protecteur, on peut faire des économies sur le modèle social, ce qui résume par sa formule État protecteur plutôt qu'État-providence. En gros, dans les mesures, dans le livre, on trouve des coupes budgétaires, un durcissement de l'assurance chômage. Alors, nationalisation ou durcissement de l'assurance chômage, vous m'expliquerez, des indexations du SMIC. Est-ce que on peut lui faire ce procès, pas un procès, mais est-ce que finalement c'est très libéral tout ça? Est-ce que certains pourraient lui faire ce procès en libéralisme? Bah ça oui, on va lui faire ce procès en libéralisme, surtout la gauche. Alors on pourrait dire au contraire, étatiser, il y a des gens qui vont dire parmi les partenaires sociaux, étatiser l'assurance chômage, c'est-à-dire la faire reprendre en main par l'État, ce n'est pas libéral, c'est plutôt dirigiste. Mais on va dire, si vous prenez libéralisme au sens de libéralisme, c'est une politique de droite, on va lui reprocher, oui, de mener une politique libérale de droite qui veut appauvrir le modèle social, revenir sur le compromis de 1945, le Conseil national de la résistance, etc. Je crois que ça, c'est beaucoup de mots. En fait, il veut que le modèle social français soit un peu plus économe et peut-être financer différemment. Ça fait des années, il ressort des vieilles idées du placard, hein, Bruno Le Maire. Il y a une idée que vous n'avez pas citée qui est financer le modèle social par plus d'impôts et moins par les cotisations qui pèsent sur le travail. Donc faire un énorme transfert de C'est ce qu'on 5 appelle la points TVA de, sociale ou la CSG voilà, sociale. de cotisations sociales vers donc la CSG. L'intérêt, c'est qu'elle est payée par les salariés, certes, comme les cotisations sociales, mais elle est payée aussi par les retraités, elle est payée aussi par les chômeurs, elle est aussi payée sur les revenus du capital. Et donc, ça élargirait l'assiette du financement de la sécurité sociale. Et ça voudrait dire que les revenus qu'on peut tirer en cas de problème, bah, peut-être sont moins liés aux revenus qu'on touchait avant, hein. C'est plus un filet de sécurité pour tout le monde, un peu un modèle plus qui tendrait vers un modèle à l'anglo-saxonne. Le modèle caricatural de ça ne veut pas dire qu'il veut aller si loin, mais c'est l'assurance chômage en Angleterre, où chacun touche une somme forfaitaire très limitée quand il tombe au chômage. Et, et, euh, et donc voilà, ça c'est une mesure de transformation du modèle social. Après, chacun jugera est-ce que c'est casser le modèle social français ou pas. Si ça passe par la CSG, donc on élargit l'assiette, ça peut aussi passer par une TVA. Donc avec l'idée que bah, du coup les produits importés vont supporter plus d'impôts et donc seront plus chers et donc on protégera plus notre production sur le sol national. Bon, à la fin, c'est les Français qui paieront et bah, c'est un jeu de bascule où on espère que l'augmentation du salaire net sur les fiches de paie sera plus importante Mhm. ou ne sera pas équivalente à celle de la hausse des prix, Mhm. puisqu'il y aura forcément une hausse des prix, hein, à moins que les entreprises prennent sur leur marge, il y aura forcément des hausses de prix. Donc après C'est une une période vieille idée, pardon, d'inflation, vous avez raison, c'est pas une idée nouvelle ça. Je me rappelle François Fillon en 2007 déjà où l'évoquait, la TVA sociale. oui, mais bon, toute une partie de la classe politique à droite tourne autour de ça depuis des années. Ça avait été en tiré, c'est jamais le bon moment, etc. Mais c'est une réflexion de fond que se posent beaucoup de gens, qui est si on veut financer un modèle social généreux, est-ce qu'on peut encore autant qu'aujourd'hui le fonder sur le travail? Vous savez qu'à gauche, il y a des réflexions, il faut taxer les robots, il faut peut-être taxer l'intelligence artificielle en trouvant un impôt, un impôt si l'intelligence artificielle se développe. Voilà, lui, son idée, c'est de dire il faut moins imposer le travail. Et
en même temps, il faut faire des économies dans ce que distribue ce modèle social et donc peut-être que on pourra à la fin diminuer les prélèvements sur les Français. Mais là, c'est vraiment entièrement un jeu de bascule. D'ailleurs, Bruno Le Maire, il n'est pas très clair là-dessus, hein, c'est encore une idée à travailler. Il dit, est-ce qu'on supprime des cotisations salariales ou est-ce on supprime des cotisations patronales? C'est pas très très clair. Donc si on supprime des cotisations patronales, ça allège le coût du travail, mais on n'est pas sûr que ça augmente la fiche de paie. Si on supprime des cotisations salariales, bah, ça augmente la fiche de paie, mais ça améliore pas la Eh compétitivité oui. des entreprises. Ouais. Donc en fait, il y a tout un arbitrage. Là, c'est vraiment, il lance des idées. Il dit d'ailleurs, cette idée, bah, je la soumettrai par référendum aux Français. Et il ne tranche pas de savoir s'il faut le faire sur la CSG ou sur la TVA. La CSG, bah, ça viserait, on pense essentiellement dans le débat actuel, on pense aux retraités hein, qui payent moins de CSG que les salariés et dont on dit que peut-être ils ont été gagnants avec la crise inflationniste puisque les pensions ont été pas mal revalorisées, en tout cas dans la dernière année. Elles ont suivi l'inflation alors que les salariés, eux, bah, leurs salaires n'ont pas Mm. suivi l'inflation. Donc il y a toute une réflexion sur la charge intergénérationnelle et sur la façon dont on va financer des dépenses qui seront indispensables à l'avenir comme la dépendance. Qu'est-ce qu'on a comme proposition économique choc, on finit là-dessus, Marc, dans ce livre? Bah, notamment, bah, il y a celle-là, il y a aussi Nouvelle, on va dire l'idée que nouvelle. alors, il y a aussi cette idée défendue notamment par le député Marc Ferracci, qui est le député Renaissance, donc macroniste Marc Ferracci, qui est de se dire, bah, le SMIC a été revalorisé comme l'inflation. Bon, ça a protégé les gens au SMIC, mais le problème, c'est que l'échelle des salaires, c'est beaucoup tassé. C'est-à-dire que vous avez plus de progression salariale. Il y a des gens qui s'étaient formés dans les entreprises, etc., pour dépasser un peu le SMIC. Et comme les entreprises n'avaient pas les moyens de revaloriser tous les salaires autant que le SMIC, qui lui est indexé automatiquement sur l'inflation, bon, bah, eux, ils ont l'impression d'être un peu déclassés. Alors, on peut dire, bah, la solution, c'est d'augmenter massivement, généralement, tous les salaires et de forcer les branches professionnelles ou les entreprises à le faire. Mais le problème, c'est que les entreprises n'en ont pas forcément les moyens. L'analyse de Bruno Le Maire, enfin, il ne le développe pas beaucoup dans le livre, mais il dit bah, on va indexer le SMIC sur le résultat des négociations des plus grandes branches professionnelles pour redonner un rôle sur le terrain, dans les entreprises, aux syndicats. C'est le cœur de leur métier finalement de négocier avec le patronat dans les entreprises et dans les branches professionnelles. Et il dit, Bruno Le Maire, moi j'assume que c'est à l'État de définir les règles d'indemnisation du chômage parce que c'est l'État qui est jugé responsable du taux de chômage à la fin. C'est l'État qui est jugé responsable si le chômage, enfin l'indemnisation du chômage entraîne un énorme déficit. Hein, ça compte dans le déficit de Maastricht, les normes européennes, les règles budgétaires, etc. On regarde. Et pourtant, l'État ne contrôle pas à 100% ce qui se passe à cet endroit-là. C'est finalement les partenaires sociaux. Donc lui, il dit, moi, je veux une clarification. Je veux que ça soit l'État qui reprenne la main. Et en revanche, je donne plus de pouvoir, puisque les syndicats me disent on est important et je le comprends, bah, je vais leur redonner plus de pouvoir sur le terrain. Et c'est à eux, comme dans les pays du Nord, hein, c'est inspiré des pays du Nord, c'est vous qui avez la responsabilité de déterminer, peut-être branche professionnelle par branche professionnelle, quel est le salaire minimum et qu'est-ce que peut supporter telle branche et pas telle autre. Enfin, et encore, il y a plein de questions qui se posent, hein, parce que si le SMIC, c'est un résultat de une moyenne de ces branches, bon, bah, ça sera pas différencié selon les secteurs économiques. Mais bon, ça me paraît être une idée quand même relativement innovante et qui sera très attaquée, hein. On va lui dire qu'il veut baisser les salaires, que pour faire face à ce problème de smicardisation de la société française, il veut baisser les salaires. Donc voilà, Mm. c'est un débat qui est ouvert. En 30 secondes, certains disent qu'avec ces mesures, ce sont les chômeurs qui vont trinquer avec Bruno Le Maire. C'est vrai ou pas? Alors, alors c'est autre chose, c'est-à-dire il propose aussi dans le livre de supprimer la filière d'indemnisation des chômeurs seniors, c'est-à-dire là, une filière qui permette d'ouvrir droit à indemnisation pendant plus longtemps, parce qu'on sait que les seniors ont plus de mal à retrouver un emploi que les autres quand ils perdent un emploi. Il faut rappeler qu'ils sont quand même moins au chômage que les autres. Et puis, bah, Bruno Le Maire, lui, il fait l'analyse que c'est tout un tas de petites mesures comme ça qui ont favorisé le fait que les entreprises ont envie et
ont la possibilité de se débarrasser de leurs seniors. Parce que bah, s'ils s'en débarrassent, ils savent que derrière, il y a 3 ans d'indemnisation chômage, que s'ils arrivent à 62 ans, ils peuvent être indemnisés jusqu'à l'âge de l'annulation de la décote, qu'il y a la rupture conventionnelle, donc ils peuvent leur faire des packages et qu'après, ces seniors-là peuvent se débrouiller avec des petits boulots, avec l'indemnisation du chômage, etc. Bon, on attend l'âge de la retraite et en gros, l'analyse de Bruno Le Maire, c'est que c'est un vaste système de pré-retraite déguisé et que c'est ce qui explique la France soit le pays où le taux d'emploi des seniors soit parmi les plus faibles de toute l'Europe, alors que la France a des taux d'emploi très élevés sur les personnes d'âge actif, entre les jeunes et les seniors. On a un taux d'emploi plus élevé. Et l'analyse de Bruno Le Maire, c'est de dire si on avait un taux d'emploi des seniors et un taux d'emploi des jeunes aussi élevé que dans les autres pays comme Mhm. l'Allemagne, on n'aurait pas de problème de finances publiques. Donc la Exactement. première des solutions, c'est d'augmenter à tout prix les taux d'emploi. Les syndicats répondent oui, mais pour augmenter le taux d'emploi, il faut changer la culture d'entreprise, il faut prendre des mesures de protection des seniors, il faut empêcher les entreprises de licencier les seniors, etc. Et lui, il dit, bah non, c'est un système où tout le monde a plus ou moins intérêt. On connaît tous des gens dans des grandes entreprises qui en avaient marre, qui étaient un peu fatigués, qui à 58, 59 ans sont ravis de prendre un package et l'entreprise est ravie de s'en débarrasser parce que bah, ils ont une augmentation de salaire à l'ancienneté, que ça leur coûte très très cher, etc. Donc lui, Bruno Le Maire, il prend une mesure choc, enfin il propose une mesure choc, il dit bah, moi je veux supprimer ce système qui incite à ce qu'on ait un taux d'emploi des seniors beaucoup plus faible et c'est dans la continuité de la réforme des retraites. Il faut à tout prix augmenter les taux d'emploi dans notre pays parce que notre problème de croissance, c'est qu'on n'a pas assez de gens au travail dans l'économie française par rapport aux gens qui ne Mhm. travaillent pas. Et donc, ça plombe le financement du Ouais. modèle social. Donc, première solution pour financer le modèle social, augmenter les taux d'emploi. Et deuxième solution, cibler mieux enfin, les remboursements qu'on fait, les dépenses de ce modèle social. Allez, merci beaucoup. Donc, livre à lire, La Voix française de Bruno Le Maire qui sort demain. Explication signée Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci Marc, salut. À l'opinion. Oh, à l'opinion, pardon. Merci, David.